J'attends que M. Abchi se joigne à nous, mais avant qu'il n'arrive à se connecter, je vais vous laisser le soin de vous présenter, puisque vous êtes toutes les deux présentes immédiatement. Je vais donner d'abord la parole, par ordre alphabétique, je vais le faire, à Natacha Litisdorf, qui est membre du gouvernement de Lausanne et qui est à la tête de la direction du logement, de l'habitat et de l'environnement, le tout en Suisse. Je vous donne la parole, Natacha. 2 secondes pour que vous présentiez un peu ce que vous faites. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous bien sûr aujourd'hui. Désolée pour la crise que vous êtes en train de vivre du côté du sud de la France, mais c'est tout à fait en phase avec le thème. Blague mise à part, donc moi je suis élue ici au gouvernement de la ville de Lausanne depuis 6 ans maintenant et je suis en charge effectivement de tout ce qui est environnement, tout ce qui est espace vert, tout ce qui a à voir avec l'architecture, avec la politique du logement, avec l'informatique. On aurait pu aussi parler de ces crises qu'on est en train de vivre aussi maintenant au niveau informatique, du cadastre et de quelques grands projets urbanistiques, notamment le développement d'un morceau de ville autour de la gare de Lausanne. Bref, on a une belle direction où on a un potentiel de crise aussi assez élevé. Je me réjouis d'être avec vous pour cette table ronde. Peut-être juste encore un mot avant d'être élue. Je travaillais pour une association de protection de l'environnement. J'ai travaillé pendant 21 ans pour cette association. J'ai aussi présidé pendant quelques années la Fédération romande des consommateurs. Et puis à la base, avant d'être politicienne, je suis politologue et puis plutôt spécialisée en évaluation de politique publique. Voilà, comme ça pose aussi le discours. Et puis peut-être dernier élément, et non des moindres, je fais partie du Parti des Verts. Voilà. Merci pour cette présentation et je vais donner la parole à Viviane, mais je vous remercie toutes les deux parce que je sais que vous êtes, avant d'être des femmes politiques, vous êtes des femmes issues de la société civile, c'est-à-dire que vous avez travaillé et que vous travaillez encore. Vous n'êtes pas nées dans le bassin de la politique en ayant évolué toute votre vie dans la politique. Bien au contraire, vous êtes aussi des femmes de terrain. Je vous donne la parole, Viviane. Je vous présente en 2 mots. Vous êtes élue au conseil municipal de la ville de Narbonne et de formation initiale, vous êtes journaliste scientifique, mais je vous laisse compléter. Oui, donc, et justement, donc j'ai été journaliste scientifique pendant une quinzaine d'années. Et c'est vraiment cette expérience-là, parce que ça m'a amené à beaucoup voyager. J'ai beaucoup travaillé sur les relations entre la science et la société. Et en fait, c'est à force de témoigner, à force de raconter des histoires, de voir ce qui se passe un petit peu partout autour du globe, que je suis devenue élue, que j'ai décidé de m'engager parce que témoigner, c'est bien, mais à un moment, quand il n'y a pas de mouvement derrière, eh ben, on se dit qu'il faut aller plus loin. Et voilà. Et donc, ça fait 1 an et demi que je suis élue à la ville de Narbonne et du Grand Narbonne. Donc, moi, mon parti, c'est aussi les Verts, hein, c'est Europe Écologie Les Verts. Et voilà, on essaye à l'échelle de la ville de faire bouger énormément de choses pour pouvoir justement faire en sorte que certains risques qui jusqu'à maintenant n'étaient pas pris en compte soient pris en compte. Et puis travailler sur ces questions évidemment de transition écologique, voilà, qui sont un petit peu mes moteurs. Alors j'ai la particularité, même si je suis élue d'opposition, de siéger dans pas mal de commissions. Voilà, parce que ça a été des accords au moment au démarrage. Et donc, ce qui me permet de voir un peu aussi comment fonctionne la ville, même si c'est pas très usuel. Voilà. Alors, je vous remercie pour ces présentations. Écoutez, on va commencer parce que le temps nous est compté. Vous savez que nous avons 1 heure. Et nous allons parler des crises. Les crises, elles peuvent bien sûr revêtir différentes formes. Des crises humaines, des crises migratoires, des crises économiques, des crises financières, des crises politiques, des crises sanitaires, mais des crises aussi environnementales. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est aux crises environnementales avant et même à l'avant-crise qui touchent tous nos environnements de vie, ainsi que leurs conséquences, qui vont être le cœur de notre table ronde. Nous avons préparé ensemble cette table ronde et je vous avais proposé que dans un premier temps, nous parlions de la crise ou de l'avant-crise. Et en fait, vous avez tous adhéré à cette méthodologie. Je vais vous poser la question. Vous me faites juste un petit signe de la main pour savoir laquelle veut parler en premier.
À quelle crise touchant les environnements de vie de votre pays, de votre territoire ou de votre ville ou de votre quartier avez-vous ou êtes-vous confronté? Viviane, je sais que maintenant c'est l'inondation, mais on avait prévu de parler d'autre chose. Je vous laisse la parole. Peut-être Natacha? Allez-y, Natacha. C'était Viviane qui prenait la parole. Oui, moi aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était le truc pour voir si on suivait, je crois. Non, alors aujourd'hui, moi j'ai choisi parce que encore une fois, on a un petit panel de crises potentielles comme Catherine vient de l'évoquer. J'ai choisi aujourd'hui de prendre une crise, mais qu'on n'appelle pas comme ça en fait ici, puis on verra pourquoi, mais un dossier, on va dire, très épineux autour d'une découverte de pollution des sols au dioxine furane. Découverte qu'on a faite de manière, entre guillemets, un peu par hasard, parce qu'il y avait un projet de construction et que juste à côté, nous faisions un projet d'agriculture urbaine. Et puis, on a découvert de la dioxine sur la parcelle d'à côté. Et puis, je me suis dit qu'on allait aussi faire les analyses sur notre parcelle. Et bingo, on est arrivé justement sur des valeurs assez impressionnantes. Et puis, bien entendu, très vite, la machine s'est emballée comme elle peut s'emballer dans le système dans lequel on vit ici en Suisse, notre système fédéraliste. On aura l'occasion dans les autres questions d'en reparler. Mais les villes, on est en bout de chaîne institutionnelle. En dessus de nous, il y a l'échelon institutionnel, le canton, puis encore en dessus, il y a la confédération. Et puis pour la thématique des sols, de l'environnement, comme beaucoup d'autres domaines, on a un partage des tâches, des compétences. Et en bout de chaîne, pour la problématique des sols, on n'a pas énormément de compétences. Mais sur cette affaire des dioxines furanes, ce dont on s'est rendu compte, mais qu'on savait déjà quand même un peu avant, je viens du domaine de la protection de l'environnement, on sait, en tout cas en Suisse, que les sols sont le parent pauvre des thématiques au niveau environnemental, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit. On verra aussi historiquement ce que ça veut dire. Mais on a finalement ce dossier à gérer qui est partagé entre ces différents niveaux institutionnels, qui a été découvert il y a maintenant 11 mois, 12 mois presque. Et puis, en fait, on doit inventer quasiment, je caricature et j'exagère un peu parce que j'étais un petit peu marseillaise, mais on doit quasiment inventer la gouvernance de la gestion du dossier en faisant les choses. Et puis, je viendrai peut-être plus en détail tout à l'heure sur les prochaines questions. Mais on a vraiment maintenant les coups des franges, finalement, même si on ne sait pas comment faire, c'est quand même une opportunité de pouvoir construire et puis une gestion de ce dossier quand même de crise parce qu'il y a un peu tout à faire. Donc, c'est peut-être aussi ma manière, cette expression de voir le verre à moitié plein. C'est vrai que quand on a eu la découverte de ce gros dossier, on s'est dit, mon Dieu, il n'y a rien qui est en place comme procédure. Puis finalement, c'est quand même une opportunité de construire la procédure, la gouvernance, mais avec, on le verra aussi, quelques obstacles non négligeables qui ne nous permettent pas comme l'a dit Viviane tout à l'heure, si on fait de la politique au niveau d'une ville, c'est qu'on a envie d'être dans l'action, on a envie de justement pouvoir influencer rapidement la communauté de destin dans laquelle on vit en période normale ou en période de crise. Puis là, on est un peu coincé pour pouvoir mettre en œuvre, implémenter certaines mesures, parce qu'il y a encore beaucoup de flou sur lequel je reviendrai dans d'autres questions. Alors, juste, je vais donner la parole à Antoine. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous m'entendez, Antoine? Oui, je vous entends très bien. Bonjour tout le monde. Juste, Bonjour. je vous présente en 2 mots et nous avons commencé parce que le temps nous est compté, vous le savez. Antoine Abchi, qui est député et professeur d'université à Beyrouth, au Liban. Et je vous donne la parole sur le premier temps de la table ronde que nous avions prévu, c'est-à-dire quelles sont les crises touchant les environnements de vie dans votre pays auxquelles vous avez été confrontés.
Est-ce que vous pouvez parler en prenant juste 5 minutes pour qu'ensuite Viviane ait 5 minutes? Parce que initialement, j'avais prévu que ce soit d'abord le global et puis ensuite… Même moins que Voilà. 5 minutes, Catherine. Bonjour. Je dirais que, premièrement, c'est un plaisir d'échanger et voilà, autour de cette table ronde pour partager et échanger autour des expériences issues de nos multiples réalités. Je dirais c'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes. Effectivement, c'est Aristote qui le dit. Donc, au Liban, notre vécu témoigne de la douleur et de la révolte d'un peuple à la croisée de son existence. Le 4 août, à 18h07, il y a eu l'explosion du port de Beyrouth. Effectivement, l'explosion du port était la conséquence imminente de la corruption, de l'incompétence et de la négligence des autorités. Le prix, la facture a été énorme au niveau humain. On a plus que 200 personnes qui sont mortes, on a plus que 6 000 blessés, il y a 300 000 personnes sans abri, n'en parlons pas des dégâts matériels qui sont considérables. D'ailleurs, la Banque mondiale a estimé cela dans les 4 milliards d'euros. Donc, et les dégâts matériels ont touché l'espace urbain dans un rayon de 20 km. Alors, après un an, on est toujours dans l'incompétence. Trouver vraiment une solution réelle, surtout que toute la démarche suivie au moins au niveau judiciaire n'a pas abouti. Donc, Antoine, je crois que il y a des problèmes de connexion, on ne vous entend plus. On vous voit à l'écran. Je vais donner la parole à Viviane pour prendre le relais et ensuite, je vous redonnerai la parole dès que la connexion sera meilleure. Je vous écoute, Viviane. Oui, alors, bon, un petit peu comme Natacha, et puis on verra avec Antoine comment il pourra compléter. Mais c'est vrai que nous, on a une multiplicité de risques. Évidemment, là, il y a le risque inondation, on peut avoir des risques sécheresse, on a beaucoup de problèmes avec l'eau, en fait. Et on a aussi des risques industriels importants. Donc, avec des activités industrielles passées, dont on découvre l'existence ou dont on n'a pas su mesurer dans les années 80, dans les années 50, dans les années 2000, l'impact environnemental. Et on a aussi des usines qui sont en activité aujourd'hui et qui sont problématiques. Il faut savoir que donc moi, je vis à Narbonne. Narbonne, c'est la porte d'entrée de l'uranium en France. C'est là qu'on va préparer le yellow cake, donc les substances qui viennent des mines. Elles entrent en France, elles sont converties à Narbonne avec un processus qui produit énormément de déchets, peu radioactifs, mais en grande quantité, et qui sont stockés actuellement dans des bassins à ciel ouvert. Et donc ça, depuis les années 50. Et en fait, ça a été installé là parce qu'il y a du soleil, du vent, et que ça permet d'évaporer l'eau des bassins. Donc on se trouve avec des grandes quantités de matière légèrement radioactive qui s'évaporent qui vont en direction de la ville notamment. Donc, on a perdu un petit peu la mémoire des pollutions sur ce site. Et ce site qui est très près aujourd'hui des habitations, puisqu'on est à 800 mètres seulement des premières habitations et à 3 km du cœur de la ville. Et en fait, il y a beaucoup de crispations depuis plusieurs années autour de ce site-là, qui est assez opaque, dont on a des images, des mesures assez parcellaires autour. Et pour nous, c'est un des risques importants. Et sur le territoire, peut-être que c'est important aussi de signaler que dans l'Aude, donc juste à côté, et c'est un territoire que je suis aussi, il y a Salsigne. Salsigne qui est le deuxième site le plus pollué d'Europe,
qui était une ancienne mine d'or qui a servi de dépotoir chimique dans les années qui ont suivi l'activité et le démantèlement. Et aujourd'hui, on trouve énormément de métaux lourds dans l'environnement et donc aussi dans le corps des personnes qui vivent à proximité. Voilà. Donc pour nous, c'est un risque important. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais c'est celui-ci que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui. En fait, tous les trois, vous nous avez évoqué 3 types de risques, la dioxine furane, les nitrates et l'explosion, l'uranium et les métaux lourds. Et tout cela à des échelles différentes, à l'échelle d'un territoire immense de la ville de Beyrouth, à l'échelle d'un territoire de la ville de Lausanne et à l'échelle peut-être plus restreinte des environs de Narbonne, mais avec un impact aussi sur les habitants et la ville de Narbonne. À travers ces 3 exemples, je voudrais vous demander que vous me disiez rapidement, est-ce qu'il y aurait eu la possibilité de connaître les facteurs qui mènent à ces crises en amont, avant que la crise ne soit détectée? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Antoine, je vous donne la parole puisqu'on a la chance là d'avoir la connexion. Oui, alors, je répète, j'expose très rapidement parce que je vois, comme j'arrive à vous entendre, qu'on a bien avancé dans la proposition de notre problématique. Je dirais, du moment où il y a eu l'explosion, plusieurs démarches ont été prises et nulle n'a abouti. Le 10 décembre, par exemple, le 2020, M. Fadi Sawan, le premier juge d'instruction, a nommé dans l'affaire de l'explosion de Beyrouth plusieurs ministres ou ex-ministres et députés. Alors, on voit qu'il trouve un de ces jours à la porte de sa maison un chat qui est tué, quoi. Donc, le lendemain, on le trouve en train, le 17 décembre 2020, il était obligé de suspendre l'enquête. Le 18 février 2021, la Cour de cassation libanaise récuse le juge Sawan. Donc, voilà, toutes les familles des victimes ont été dans la colère. Le 2 juillet 2021, il y a un nouveau magistrat chargé d'instruire l'affaire, le juge Tarek Bitar. Et depuis, il a presque fait la même démarche que son prédécesseur. Il a inculpé ou il a réquisitionné plusieurs, un ex-premier ministre. Il a demandé encore dans l'affaire des ministres et des députés, mais jusqu'à nos jours, la question persévère ou reste dans l'essai d'échapper à la justice dans cette explosion. C'est pour dire quoi? Et pour répondre à la dernière question que je vous ai entendu poser, Catherine. Donc, effectivement, avant l'explosion, il y avait des préventions qui pouvaient être faites. Au Liban, des agents de sécurité ont écrit. Ils ont parlé de du danger de 2700 donc, tonnes d'ammonium qui sont emmagasinés au port de Beyrouth. Et pour eux, c'était quelque chose de très dangereux. Mais personne n'a réagi à leur demande. Pire, ce sont ces gens qui ont écrit les lettres pour prévenir les responsables qui sont emprisonnés aujourd'hui. Alors, du moment où un juge, un ministre, un député, on trouve que tous les gens qui sont au pouvoir ont une certaine solidarité, d'une façon directe ou indirecte, pour ne pas être transmis devant la Cour de justice. Ça pouvait être prévu? Est-ce qu'on pouvait échapper à un tel désastre? Certes que oui, parce que déjà au niveau administratif et au niveau des normes, il fallait mettre de l'ammonium dans tel entrepôt, dans un port. Il y a des normes internationales
Si les normes ont été respectées, il n'y aura pas eu ce dégât. Si les normes ont été respectées, il n'y aura pas eu l'explosion déjà. À mettre des nitrates d'ammonium près de fireworks, c'est près des jeux d'artifice, des tonnes de jeux d'artifice, c'est irresponsable. Donc, la prévention pouvait être faite par une gouvernance correcte et par un contrôle administratif. Alors Antoine, je vous remercie parce qu'en fait, vous avez un petit peu, par votre réponse, résumé les réponses que pouvaient faire les autres intervenantes, et c'est pour cela que je vais leur demander quelles sont les mesures qu'elles pensaient qui peuvent être prises dans le cadre de la prévention par rapport à des crises et par rapport à des environnements de vie dont on sait qu'ils peuvent être défavorables et même parfois dangereux. Vous voulez prendre la parole, Viviane ? Plaisir. Allez-y. Alors, c'est vrai qu'à Narbonne, donc il y a cette usine, je vais rester sur l'exemple de cette usine-là, où en fait, il y a eu plusieurs incidents. Et à chaque fois qu'il y a eu un incident, il y a eu une crispation au niveau de la population, avec des associations qui montaient au créneau, qui expliquaient que ce n'était pas normal, qu'on n'était pas bien informé, qu'il allait avoir des conséquences sanitaires, que ça allait être problématique. En face, il y a les élus qui sont un petit peu au milieu, qui disent qui n'ont pas forcément la compétence technique pour pouvoir répondre à leurs citoyens, qui se retournent vers l'État, qui se retournent vers les agences, mais qui ne sont pas non plus équipés pour répondre à leurs problématiques. Et finalement, on arrive dans des situations où il y a des crispations. À Narbonne, ça a été très clair, mais c'est vrai en fait dans pas mal de villes où il y a des sites industriels et des sources de pollution, où il y a des crispations. Et il y a des associations qui vont monter au créneau, qui parfois à raison vont dénoncer des choses, vont faire des mesures, vont être lanceurs d'alerte. Et puis, l'usine en elle-même qui est un peu coincée dans son positionnement. Et qui, parfois d'ailleurs, quand on parle de pollution fermée, des pollutions où il n'y a même plus personne qui est responsable finalement de ces pollutions parce qu'il n'y a plus d'usine. Donc en fait, une des réponses que nous, on est en train de monter à Narbonne, et qui est inspiré en fait, c'est de créer un institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions. Donc l'idée, c'est des instituts qui sont en train de se monter dans plusieurs territoires français, dans des situations similaires, à Rouen où il y a eu l'accident de Lubrizol, à Chamonix aussi où il y a énormément de pollution de l'air liée au déplacement des camions. En fait, l'idée de ces instituts, c'est de dire, on va essayer de rétablir le dialogue entre les citoyens, les scientifiques et les instances gouvernementales pour pouvoir faire en sorte que là où jusqu'à maintenant on a un affrontement, c'est-à-dire qu'il y a l'usine, il y a les associations en face, ça s'oppose et tout est coincé comme ça. L'idée, c'est de créer un institut, enfin une association indépendante, transparente, dans laquelle tout le monde siège, tout le monde a son mot à dire, et où en fait on utilise cette énergie non pas pour être dans l'opposition, mais pour être dans une sorte de consensus forcé. C'est quelque chose qui a été testé il y a une quinzaine d'années dans une ville pas très loin d'ici, Narbonne, à Fos-sur-Mer, où en fait ils ont créé cet institut en partant un petit peu de rien, et en fait ils ont fait travailler des citoyens. Les questions sont formulées par les citoyens. Par exemple, pour Narbonne, ça pourrait être: est-ce que la pollution de cette usine a un impact sur ma santé ? La question est travaillée directement par un conseil de scientifiques et transformée en protocole qui permet de répondre à la question des citoyens. Et tout ça passe par une sorte de conseil de gouvernance dans lequel tous les acteurs du territoire siègent, que ce soit les citoyens, les associations, les industriels qui polluent et les élus. Et tout d'un coup, en fait, il y a une sorte de transfert et de passation d'informations qui se met en branle et qui permet en fait de sortir de situations qui sont aujourd'hui extrêmement compliquées, qui sont complètement sclérosées. Et c'est quelque chose qu'on est en train de monter donc à Narbonne et sur lequel on croit beaucoup, parce qu'on pense que ça nous permettra en fait à terme de pouvoir mieux anticiper des crises à venir, des sols pollués.
Je pense que ce soit partout en Europe, on a des histoires industrielles extrêmement importantes, on va en trouver. Cette problématique, elle est extrêmement fréquente et il faut qu'on soit en mesure de répondre aux questions légitimes des gens. Et aujourd'hui, il se trouve que les citoyens ont perdu confiance finalement dans les agences voilà, qui parfois ne répondent pas complètement à leurs questions, qui parlent de protocoles, c'est compliqué, les citoyens ne comprennent pas forcément. Donc l'idée, c'est de à la fois faire de la vulgarisation, d'écouter les questions, de mettre en œuvre la science et de la mettre au service de la société. C'est vraiment l'objet et l'ambition de ces structures-là. Alors, je vous remercie et pour clôturer cette question, je vais poser à Natacha la question de savoir sur quelle, parce que j'empiète un peu sur le deuxième temps, sur quelle information scientifique, médias, associations d'usagers, conseillers extérieurs à votre institution, vous pouvez vous appuyer pour prendre les décisions en pensant que les citoyens, comme vient de le proposer Viviane, deviennent une part importante de la décision et de la réflexion et de l'anticipation et ensuite de la solution. Je vous donne la parole, Natacha. Merci Catherine. Peut-être pour arriver sur cette question-là, compléter la première information que j'ai livrée sur ce dossier des dioxines. Nous avons rapidement identifié que l'origine probable et fortement probable était une ancienne usine d'incinération qui se situait au centre-ville. Ancienne usine d'incinération qui a été en activité de 1958 à 2005. Et puis, si on veut comprendre comment on agit aujourd'hui, c'est de voir aussi dans l'histoire, et puis pour faire le lien avec votre dernière question, on a beaucoup questionné l'histoire. Et on s'est rendu compte, pour faire le lien aussi avec les questions précédentes, on s'est rendu compte en regardant les procès-verbaux de l'époque, quand on a dû rediscuter par exemple d'une nouvelle usine d'incinération, et c'est pour ça qu'on ne peut pas tellement jeter la pierre à nos prédécesseurs. Dans le cadre des connaissances scientifiques de l'époque, l'élu qui était à ma place il y a quelques années, quand on a changé d'usine d'incinération, a déclaré au Parlement de la ville que c'était vraiment très très bien de continuer à mettre une usine d'incinération des déchets au centre-ville parce que ça polluait moins et il y avait moins de risques de polluer la chaîne alimentaire et que c'était vraiment une excellente idée de ne pas mettre ces usines d'incinération à l'extérieur des villes. Puis, on voit bien, si on mêle cette petite histoire lausannoise à la grande histoire de la protection de l'environnement en Suisse, on s'est beaucoup focalisé sur la protection de l'air, après sur l'eau. Puis encore une fois, on est plutôt dans une dynamique parent pauvre pour les sols, ce qui explique que oui, on aurait pu anticiper, mais en fait, pas tellement non plus, parce qu'on avait aussi une autre vision de la problématique. Ça paraît un peu trivial et c'est compliqué d'expliquer aujourd'hui. Viviane parlait de la perte de confiance. Bien sûr que quand on nous questionne aujourd'hui sur cette problématique, on nous dit ouais, mais on trouve bien des traces de discussion sur les dioxines. Puis d'expliquer maintenant qu'on avait bien envisagé de comment ça se passait dans l'air, comment ça se passait dans l'eau, mais pas dans les sols, c'est quand même une réalité. Et puis sur Lausanne, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on a des spécificités où normalement, quand on trouve des dioxines, on trouve d'abord des métaux lourds, alors que là, on a des dioxines, pas de métaux lourds. Donc, on s'est aussi encore, on est toujours en train de se questionner pardon, sur comment est-ce possible qu'on ait quand même pas vu cela plutôt aux différents étages institutionnels. Et puis, pour faire le lien aussi avec cette dernière question, nous, on se base beaucoup, et je rebondis sur les propos de Viviane, on se base beaucoup sur l'expertise d'acteurs comme chez nous, Unisanté, qui est une nouvelle structure qui a fait un travail extraordinaire à cheval entre justement une expertise scientifique et une expertise d'usage en travaillant avec des Lausannoises et des Lausannois qui ont évolué sur ce périmètre ces dernières années. Et puis, ça nous permet aussi d'être un tout petit peu plus fin dans le choix de nos mesures. Et peut-être un des acteurs avec lequel on travaille beaucoup, alors on aime ou on n'aime pas
mais c'est les avocats. Parce que dans cette situation, on voit très bien, et puis appelons un chat, qu'il y a au centre des préoccupations la santé des populations et l'environnement, mais il y a aussi des questions financières qui viennent très vite, de responsabilité. Et puis là, je dois avouer qu'on a quand même une petite armada de juristes et d'avocats qui se penchent sur ce cas-là. Donc, c'est aussi un interlocuteur fort. Mais je voulais refaire et encore rebondir sur ce que disait Viviane tout à l'heure, que je trouvais vraiment intéressant. Moi, je viens aussi de cet univers grâce à Monsieur Jean Simos, je crois, qui est aussi dans la conférence, et à Monsieur Latrèche, de cet univers où on adore les outils. En Suisse, on a, pour faire écho à ce que disait Viviane tout à l'heure, on a développé il y a quelques années au niveau fédéral un outil qui s'appelle l'évaluation des choix technologiques. Et ça permet de questionner une technologie ex ante, avant qu'on la développe et qu'on l'implémente, qu'on la développe à grande échelle. Et je trouve que c'est des instruments qui vont dans le sens de ce qu'évoquait Viviane tout à l'heure. Je pense que sur des problématiques environnementales liées à des infrastructures, comme on discute les uns et les autres, ça serait le bon moment de peut-être faire percoler, d'aller de manière un petit peu plus systématique avec ces instruments. Et je pense qu'on a une bonne expertise maintenant sur ces évaluations de choix technologiques. Ça permet de mettre autour de la table la science, le politique, la société civile, et puis justement des corps de métier comme des avocats. On parle aussi beaucoup des médias. Il est clair que les médias dans des affaires comme cela nous aident également à, on va dire, métaboliser la problématique. Et c'est aussi avec ce type d'acteurs qu'on pourrait, de manière un peu plus participative, mieux identifier, mieux diagnostiquer, et puis surtout mieux profiler les mesures pour répondre aux inquiétudes des uns et des autres. Alors, je vous remercie parce que ça me permet de donner la parole tout de suite à Antoine pour savoir, dans la complémentarité de ce qui vient d'être présenté, quelles sont les mesures fortes que vous avez été amenés à prendre pendant la crise que vous avez eu à gérer et comment elles ont été perçues par les habitants. Puisque là, vous, toutes les deux, vous avez parlé finalement de tout ce qui permet de prendre la décision ou les décisions et qui permet d'analyser les crises. Maintenant, Antoine, est-ce que vous pourriez nous parler de ces mesures que vous avez été amenés à prendre pendant la crise que vous avez eu à gérer? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. La situation est un tout petit peu complexe. Lorsqu'on dit la mesure qu'on est amené à prendre, il y a un pouvoir exécutif qui est censé prendre des mesures immédiates. Dommage, ce n'était pas le cas au Liban. Pour cela, les mesures qui ont été prises sont des mesures plutôt de solidarité, où on trouve qu'on a mobilisé autant que possible les gens. On a mobilisé, la société civile a été mobilisée, les ONG ont joué un rôle très important. Et encore, dommage pour le Liban, la communauté internationale a été plus sensibilisée à ce qui s'est passé à Beyrouth pour agir immédiatement après la crise. Et voilà, cet effort, ce regroupement d'efforts a essayé de remédier à la crise en tant que telle juste après l'explosion. Mais pour dire qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, cela ne s'est pas vraiment réalisé par le gouvernement libanais. D'ailleurs, il y a une bonne période au cours de cette période où le gouvernement était presque absent. Alors, la mesure qui a été prise par nous-mêmes, c'est-à-dire par des députés et les gens parents des victimes, c'était immédiatement de s'adresser à la communauté internationale. Comment j'ai pu agir avec un groupe de députés on a présenté une demande auprès du secrétaire de l'ONU pour une enquête, un comité d'enquête international,
parce que justement, le côté technique dont Natacha a été en train d'évoquer, nous, on ne peut pas le connaître à vraiment dire et on peut pas le détecter parce qu'il n'y a pas des investigations qui sont faites et qui sont déclarées ouvertement. Et cela est dû à plusieurs facteurs, entre autres la corruption qui inculpe tout le monde dans ce qui s'est passé et d'autre côté, la crise politique en soi qui existe au Liban depuis une période de temps. Alors, on s'est adressé à la communauté internationale. Voilà une approche pour avoir une enquête qui nous permet de détecter, de savoir ce qui a mené à cette explosion et, en fin de compte, trouver le remède ne peut pas se réaliser si déjà on ne connaît pas comment toute la procédure qui a mené à l'explosion, ce que, par exemple, à cause du problème, Natacha a tellement détecté les éléments les plus détaillés. J'irai encore plus loin, nous avons encore présenté cette pétition auprès des ambassadeurs des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU de soutenir la demande à une pétition ou à un comité d'enquête international. Donc, voilà ça au niveau de la recherche des causes et de la pétition en tant que telle, ce qui a été fait. Pour le reste, la mobilisation au niveau psychologique, au niveau social, au niveau reconstruction après ce que l'explosion a détruit, tout cela s'est réalisé à travers une mobilisation des gens de la diaspora libanaise à l'étranger, une mobilisation des ONG qui se trouvent au Liban. Et donc, c'était plutôt la société civile, certains partis politiques qui ont été amenés à se mobiliser pour trouver des solutions. Alors, voilà essentiellement, Catherine. Merci beaucoup, Antoine. Je voudrais, si quelqu'un lève la main en premier, je lui donnerai la parole. Quels sont les moyens que vous avez utilisés pour faire appliquer les solutions qui ont été préconisées? Et de quelle façon vous avez utilisé ces moyens? Comme à l'école, qui lève le doigt. Allez-y, Natacha. Alors, les moyens qu'on a utilisés, c'est les moyens légaux. Je l'ai expliqué au début de l'intervention, le fonctionnement du système politique suisse fait qu'on a la Confédération, le canton et puis nous, la ville, au bout de la chaîne institutionnelle. Dans l'affaire des dioxines furanes, c'est en lien avec une loi au niveau fédéral qui est en lien avec ce qu'on appelle une ordonnance. Une ordonnance doit être exécutée par un canton, donc l'organe qui est juste en dessus de nous. Donc le canton, avec lequel, bien entendu, nous avons travaillé en étroite collaboration, nous a formalisé une décision pour nous dire quelles mesures nous devrions prendre pour avoir des restrictions et des limitations d'usage sur certaines portions de la ville. Et puis, donc, on est très cadré de manière normative pour, en tout cas, cette problématique des dioxines furanes. On n'a pas tellement de possibilités de faire autre chose que ce que nous dit la loi et ce que nous disent les ordonnances. Pour complexifier un petit peu la problématique des dioxines furanes en Suisse, notre loi sur la protection de l'environnement et les ordonnances qui touchent la problématique des dioxines furanes vont être bientôt discutées au Parlement fédéral. Tout va changer à peu près, j'exagère, mais beaucoup de choses vont changer, notamment les valeurs limites d'assainissement, ce qui fait qu'on est dans le flou. On doit encore avoir des précisions sur même les méthodes à utiliser dans les laboratoires pour faire les analyses. Il y a, pour faire court, une méthode suisse et une méthode européenne. La Confédération doit encore nous dire quelle méthode on devra implémenter, même si on a déjà fait toutes les analyses, il est fort probable qu'on doive corriger encore
en fonction de la méthode qui sera choisie. Donc, pour l'instant, les mesures que nous avons prises sont des mesures prises avec une ordonnance bien spécifique sur la protection des sols, on va dire ça comme ça, et puis qui a consisté sur certaines parties du territoire à mettre des rubalises. Je ne sais pas si en français on dit ça, en français de France on dit ça, mais on a entouré les espaces, c'était vraiment très fin, c'est autour des places de jeu. Donc les places de jeu, en général, le sol, le revêtement, il n'y a aucun problème puisqu'ils sont en général pas en terre, mais on a dû entourer autour des espaces de jeu de rubalises, mettre des poteaux, des panneaux d'information partout. Donc pour l'instant, nous n'avons pris que des mesures de restriction d'usage sur les espaces concernés par la pollution. On a donné beaucoup de recommandations qui permettent d'être rassuré si on fait les bons gestes depuis aujourd'hui et pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on dit faites attention aux enfants de 0 à 3 ans parce que le réflexe main-bouche, ils ont une capacité très rapide de manger de la terre. Donc ça, c'est les consignes qui sont données notamment dans les centres de vie enfantine, etc. Et puis, on a fermé l'accès physique à certains espaces. On a donné des conseils parce qu'on est dans un périmètre assez vaste sur ceux qui ont des jardins potagers, parce que les dioxines sont aussi justement en capacité d'endommager, on va dire ça comme ça, certains fruits et légumes. On sait que, par exemple, et puis c'est des consignes qu'on a données sur certains sols pollués au dioxine, il ne faut pas faire pousser, il ne faut pas manger des cucurbitacées. Donc voilà, on a des choses très précises qui nous sont données par une voie très institutionnelle, très normée, plus des conseils maintenant qui nous ont été donnés d'un point de vue de la santé. Encore une fois, c'est un peu la première fois, et c'est tant mieux, qu'on porte à niveau les enjeux de santé en même temps que les enjeux d'environnement. Et puis ça, c'est vraiment lié à tout le travail qu'a fait cet institut Unisanté. Et puis alors, même si, comme je vous ai dit, tout est bien normé, puis qu'on a assez peu de compétences en bout de chaîne au niveau de la ville, on a quand même pris quelques initiatives supplémentaires parce que Jean Simos m'a toujours appris à regarder aussi par moi-même un peu les évidences scientifiques. Et donc, j'ai lu une ou deux études et je me suis dit, dès qu'on a appris cette mauvaise nouvelle, je me suis dit que dans les études, on nous montrait que l'impact le plus important sur la santé était en lien avec la chaîne alimentaire et puis que les dioxines furanes se stockaient dans les graisses. Je me suis dit, je me suis en charge aussi de toute l'agriculture urbaine. On est considéré au niveau de la ville de Lausanne comme une exploitation agricole parce qu'on a des moutons, des porcs laineux. Puis en fait, avec nos porcs laineux, on fait des rillettes. Alors je me suis dit, les rillettes, il faut tout de suite les retirer du marché, chose que nous avons faite. Et nous avons bien fait d'aller sur ce genre de mesures parce qu'on a fait les analyses après. Mais tout ça ne nous était pas demandé, mais on l'a quand même fait. Puis on a bien fait parce qu'il y a des taux de dioxine qui sont élevés. Et puis, on est allé beaucoup plus vite sur justement ces informations aussi à donner au public, notamment sur la consommation des œufs, parce que c'est la grande mode aussi chez nous de mettre des poulaillers partout. Et puis, la concentration dans les œufs, vu les études, nous appelait déjà à agir de manière plus préventive avant d'avoir fait des mesures, des tests, des analyses. Et puis ça, on l'a fait de notre propre initiative, en tout cas pour la partie alimentaire et rillettes de porc laineux. Alors, je vois que vous êtes allé au plus fin de ce que vous pouviez trouver, parce qu'aller jusqu'à contrôler les œufs et les rillettes, vraiment, vous êtes... Viviane et ensuite Antoine, vous pouvez nous dire de quelle façon vous avez adapté pendant la crise les différentes mesures qui ont été prises? Ou l'après-crise, dans l'après-crise. Antoine, je vous donnerai la parole à la fin parce que j'aimerais que dans la conclusion, que vous soyez dans la conclusion, si vous le permettez. Certes. Viviane? Oui, nous, autour de ce site, mais je pense que c'est très important ce que disait Natacha par rapport à la lecture historique des événements. Et finalement, on est sur une réalité dont on ne connaît pas toujours la mémoire et que c'est important de ne pas relire aussi le passé avec des éléments qu'on n'avait pas à l'époque. Et ça, c'est super important parce que
quand on parle de confiance et de rétablir la confiance, il faut avoir ça en tête et que c'est vite fait d'analyser le passé avec nos références et nos questionnements aujourd'hui. Donc, nous, on a eu la crise majeure qu'on a eue, je pense, on n'a pas eu de crise aiguë, heureusement, parce que c'est un site qui peut exploser. Il y a énormément de nitrates aussi. On est sur quelque chose avec, c'est à la fois Céveso et installation nucléaire de base. Il y a eu des mesures, des prélèvements faits par des citoyens qui ont montré qu'il y avait eu qu'il y a des composés qui ne devraient pas être là sur cette usine, ce qui a crispé énormément la population ici. Donc, il y a eu des instituts qui sont passés. Il y a l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui a lancé une étude, qui est en train de lancer une étude aujourd'hui. Mais pour autant, en fait, on n'arrive pas... donc, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été lancées, ponctuelles, toujours par des institutions, mais que pour autant, ça ne permet pas de rétablir la confiance entre les citoyens et la population. Et moi, je pense que le moyen, en fait, qui aujourd'hui n'est pas exploré, que je pense que les instituts, les agences d'État sanitaires, que ce soit Santé publique France ou l'IRSN, avec qui on a échangé il n'y a pas longtemps, en fait, il y a une volonté de mettre aussi des agences aujourd'hui, je pense, au service des citoyens et de leur questionnement, et qu'aujourd'hui, les moyens qui ont été mis en place ne sont pas suffisants, parce que nous, on a des problématiques de pollution qui sont peut-être plutôt de la pollution chronique. On ne connaît pas l'impact sanitaire de ces populations, enfin de ces pollutions sur les gens, parce que finalement, on n'a pas les statistiques sanitaires autour de l'usine, et que du coup, on ne peut pas répondre simplement aux questions des gens. Et je crois que les moyens qui sont aujourd'hui en train d'être mis en place, que ce soit au travers des instituts éco-citoyens, que ce soit au travers des sciences participatives qui sont mises en place par des associations qui parfois sont des associations purement militantes, en fait, c'est un travail qui nous permettra de rétablir quelque chose qui aujourd'hui ne nous permet pas de répondre à la crise. Je pense que objectivement, les élus, en tout cas dans les collectivités, qui ont des problèmes de pollution locale, sont assez démunis entre d'un côté des associations qui vont avoir des discours extrêmement alarmistes, des institutions qui pourront être rassurantes, mais qui seront peut-être... Et puis l'industriel qui, lui, sera forcément beaucoup plus rassurant. Et que je pense qu'on a besoin, en fait, de porter une science un peu différente, de porter le tiers secteur de la recherche pour que les scientifiques, les agences soient à nouveau au service des citoyens, que les citoyens comprennent ce qui est fait, qu'ils comprennent les dangers, parce que danger ou pas danger d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment, les riverains de ces usines ont des inquiétudes légitimes, et aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de réponse transparente à leurs questions crée du stress, crée de la peur et crée de la méfiance et de la défiance. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec parfois cette politique de l'autruche qu'on a particulièrement en France, j'ai envie de dire, à propos du nucléaire, et de dire oui, on a des usines chimiques, on a des pollutions, oui, il va falloir les gérer. C'est une thématique qui est en plein développement aujourd'hui, et qu'il faut avoir ce courage-là, et que c'est important de pouvoir répondre à ces questions et aux questions des citoyens en priorité. Voilà. Alors Antoine, je vous laisse, je ne sais pas pourquoi mon micro s'est arrêté, je vous laisse le soin de continuer la discussion pour nous donner une conclusion sur comment les mesures prises ont impacté le territoire et le mode de vie des habitants. Est-ce que je pense que là, c'est à l'échelle plus que d'un territoire, c'est à l'échelle d'un pays que l'impact s'est fait. Oui, effectivement, c'est pas à l'échelle d'un territoire. On va pas trouver que même les élus sont d'accord sur les mesures, parce qu'on parle là de mesures purement techniques. Non, lorsque j'évoque l'explosion de Beyrouth, du port de Beyrouth, c'est comme si je ne parle pas uniquement d'une crise, je parle d'une catastrophe qui a été l'aboutissement ou le cheminement de plusieurs. La crise du port de Beyrouth reflète un tout petit peu une crise à multiples facettes, dimensions. On a une crise avec la dévaluation de la monnaie,
financière avec l'incapacité à payer les redevances du Liban ou les dettes à la Banque mondiale et au FMI. Il y a un problème d'ordre socio-économique avec l'inflation qui a dépassé toute limite et qui est parmi les plus élevées au monde. Et après tout cela, une catastrophe comme celle de l'explosion du port de Beyrouth, il n'y a pas un système judiciaire qui peut être indépendant de la mainmise politique ou du pouvoir politique pour vraiment mener l'enquête. Donc, dans tout ce contexte, je trouverais très difficile de dire comment mettre en place les mesures, quelles sont les mesures à prendre. Par contre, cela, une telle crise, comme la crise du port de Beyrouth, elle peut refléter en quelque sorte un problème à l'échelle nationale. Je dirais, puisque lorsque tout un gouvernement et tout un pouvoir se voit incapable de résoudre ou de résoudre les problèmes ou de réagir pour aider les gens, les parents des victimes, comme avec l'explosion de Beyrouth, on dit que ce gouvernement, il est dans l'impuissance. Sauf que le problème n'est pas uniquement d'ordre technique ou d'ordre politique. Au bout d'un certain moment, on dit le problème peut être d'ordre éthique. Pourquoi je parle d'ordre éthique? Parce que si on est au moins on peut se permettre de laisser la justice trouver sa voie pour savoir qu'est-ce que l'explosion de Beyrouth. Lorsqu'on entrave continuellement la justice, alors on est encore devant un problème qui n'est pas ordinaire, mais qui est plutôt d'ordre politique et éthique. Donc toute la gouvernance est problématique pour faire face au qui a eu lieu à Beyrouth ou à l'explosion de Beyrouth. Pour cela, certains élus, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pris en considération ou ils ont trouvé qu'il faut s'adresser à la communauté internationale, soit en utilisant le right to protect, le droit à la défense d'un peuple lorsqu'il est agressé, lorsque son gouvernement est incapable de le défendre. D'autre côté, des élus encore adressés à la communauté internationale en demandant, en réclamant un comité d'enquête international. La solution au Liban, un problème d'ordre gouvernance politique, et dans un pays démocratique ne peut être le problème résolu, je dirais, à travers des élections qui permettent au peuple de se lancer sur son sort en faisant le choix du pouvoir qu'il trouve convenable pour sortir de la crise. Alors, nous arrivons au bout du temps qui nous était imparti. Je vais vous demander à chacun, vraiment en 1 minute, de me dire comment et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une crise. Mais vraiment en 1 minute pour chacun. Vous commencez, Viviane? J'ai envie de réagir aussi en fait à ce que vient de dire Antoine. Je pense que la transparence, le fait qu'on puisse faire la transparence sur les problématiques qu'on a. Enfin, moi, j'ai été journaliste avant de faire de la politique, donc journaliste d'investigation, et je vois à quel point c'est compliqué de réunir toutes les pièces du puzzle. Et il y a des choses sur lesquelles, honnêtement, sur ces questions de santé environnementale ou ces questions de crise, c'est nécessaire pour que les gens fassent le deuil, qu'ils aient la lumière. C'est nécessaire qu'on comprenne les choses et les enchaînements pour pouvoir réparer, pour pouvoir corriger le tir et éviter de refaire de façon continue, de répéter les mêmes erreurs. Et moi, je pense que
que c'est ça. En fait, si jamais on a le courage en tant que politique d'exiger la transparence, d'exiger qu'on fasse la lumière sur les choses, en fait, on peut enfin prendre des décisions éclairées pour l'avenir. Le fait de toujours se retrouver confronté à des murs qui sont liés à des peurs rationnelles ou irrationnelles, en fait, ça empêche de pouvoir avancer. Donc, je pense que pour ces questions de santé environnementale, c'est vraiment au cœur de ces problématiques. Antoine, en un mot, est-ce que vous pouvez nous dire, Oui, en dehors du mot transparence que j'ai retenu et qui est prioritaire, oui, en un mot? Je dirais la transparence, l'accès à l'information et l'état de droit. Ce sont les 3 composantes qui permettent de pouvoir faire face à une crise et voilà, d'y apprendre. Natacha? Moi, je prendrais volontiers une métaphore un peu sportive. Je vois que dans ces crises, notamment celles qu'on aborde aujourd'hui, il faut à la fois être un marathonien, puis à la fois un sprinter. C'est donc pas toujours compatible, mais blague mise à part, ce qu'on apprend, je trouve, des crises pour essayer d'être prêt le coup d'après, c'est qu'il faut apprendre à gérer les crises, parce que souvent on nous dit oui, mais il faut essayer de, pour bien parler français, mind mapper l'ensemble de ce qui peut nous arriver, mais ça, on n'y arrivera jamais. C'est complètement illusoire et on va s'épuiser. Puis c'est plutôt de renforcer nos capacités à gérer la crise, les crises, n'importe quelle crise. Et peut-être c'est le propre en ordre suisse ou l'organisation suisse, mais il y a quand même quelque chose qui a à voir avec des procédures claires, des procédures écrites. Moi, je suis assez basique, mais on voit très bien que certaines fois, puis on l'a vu dans la crise du Covid, c'est parce qu'on n'est pas très bien organisé, on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas où se réunir. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'autres crises qu'on connaît, qu'on a vécues pour apprendre à s'organiser, apprendre à ne pas paniquer quand la crise arrive, surtout au niveau politique. Et puis, alors, je pense que le maître mot qu'a évoqué Viviane, c'est d'avoir un minimum de courage politique à un moment donné pour, surtout au XXIe siècle, aller, et c'est vraiment le deuxième maître mot, de manière tout à fait transparente, mais c'est pas facile, hein, auprès de la population pour expliquer. Et je pense que là, on a vraiment un cocktail qui nous permet et qui nous permettra d'affronter d'autres crises. Et puis, pas hésiter, peut-être le troisième mot-clé, à mutualiser ce qu'on peut mutualiser à tous égards. Et puis là, je pense que trop souvent, on le voit, on fait cavalier seul. C'est peut-être une des valeurs ajoutées, un enseignement qu'on peut retirer du Covid et de cette crise de Covid, c'est que ça nous a, indépendamment, il me semble, des systèmes politiques, permis de travailler sous une autre forme de gouvernance. Et puis, c'est peut-être quelque chose sur quoi on pourrait capitaliser pour d'autres crises à venir, qu'on espère pas nombreuses, mais qu'on soit prêt, quoi. Bref, si je vous résume tous les 3, vous m'avez parlé d'actualiser les connaissances, de l'accès à l'information, d'un état de droit et de la démocratie. Vous m'avez parlé d'être marathonien et d'être sprinter, vous m'avez parlé aussi de mutualisation. Mais moi, j'aimerais conclure avec un mot, c'est celui de modestie face aux crises. Parce que il faut toujours rester modeste face à la crise, parce que malheureusement, on ne sait jamais ce qu'elle a mis dans son panier. Et on ne sait pas toujours ce qu'elle nous réserve. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure avec le mot que vous nous avez donné tout à l'heure, Natacha, c'est que le passé permet d'anticiper le présent. Ce sera le mot de la conclusion. En tout cas, j'ai plus de temps, mais je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur tous les 3, parce que c'était un challenge terrible que de tenir cette conférence dans 1 heure. Je sais que vous avez des milliards de choses à nous dire. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à nouveau et de continuer cette magnifique discussion. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous les 3. Et merci encore d'avoir participé. Et merci au nom de la Société francophone de santé et environnement, dont je suis la vice-présidente. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Au revoir. Merci à toi, Catherine. Au revoir. Merci.